Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre et écrivain, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous êtes en France celui qui a développé et popularisé au sens le plus noble du terme le concept de résilience. Alors on va voir avec vous comment votre parcours s'est construit autour de cette notion et comment cela a inspiré, comment cela a aidé des centaines de milliers de Français à travers vos livres. Mais pour commencer, je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot, résilience. Ça veut dire quoi exactement ? C'est un mot latin qui vient de à nouveau, salire, sauter, ressaut. C'est-à-dire que quand on reçoit un coup, ou bien on est écrasé par le coup, il n'y a pas de résilience, ou bien on rebondit et il y a la reprise d'un autre développement, et c'est la définition de la résilience. C'est-à-dire en gros comment on se relève d'un obstacle, voilà. D'un trauma. Voilà, c'est plus qu'un obstacle, c'est un trauma. C'est-à-dire que les épreuves dans la vie, personne n'y échappe, alors que le trauma, on est sidéré, notre développement s'arrête, notre cerveau s'arrête de fonctionner, on ne peut plus comprendre, ou bien on reste prisonnier du passé, c'est le syndrome psychotraumatique, ou bien on reprend un autre développement, c'est la résilience. Se dépasser. Alors, vous avez écrit que vous étiez né 2 fois, et la 2e fois, c'est quand vous aviez 6 ans. Pourquoi ? Alors je suis né une première fois quand ma mère m'a mis au monde et j'en ai aucun souvenir. Et je suis né une 2e fois le jour de mon arrestation pendant la guerre, quand j'ai compris que j'avais 6 ans et demi et j'ai compris qu'on voulait me mettre à mort parce que j'étais juif, mais je ne savais pas ce que voulait dire et ce que désignait le mot juif. Donc je suis né à ma judéité une 2e fois. Et cette naissance, elle a lieu où ? Dans un quai de gare, où vous entendez qu'on veut vous mettre dans un wagon pour vous emmener ensuite vers Drancy, alors que vous êtes à Bordeaux, et ensuite vous déporter, c'est cela ? Alors ça, je ne l'avais pas compris. J'ai entendu cette phrase quand j'ai été arrêté chez des justes qui me cachaient pendant la guerre. Et la mère de Margot Farge qui me cachait, la mère a dit à l'officier de Gestapo, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. Donc j'ai entendu ce mot pour la première fois et j'ai entendu qu'il suffisait de se taire pour avoir le droit de vivre. Donc ça a été un curieux démarrage, une curieuse naissance à la vie sociale. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez échappé pendant la fin de la guerre aux nazis et à la mort. Vous avez dû vous dépasser vous-même alors que vous étiez enfant ? Alors ensuite, j'ai été à mon arrestation, je me suis échappé de la synagogue de Bordeaux qui était transformée avec des barbelés, des hommes en armes. C'était transformé en lieu de guerre. J'ai réussi à m'évader de manière assez pittoresque, assez invraisemblable. Mais ensuite, on voulait me rattraper, donc toute une série de justes m'ont protégé. Et la plupart de ces justes, je ne connais même pas leur nom. Et il m'est arrivé d'en rencontrer un ou deux. Je ne les reconnaissais pas, bien sûr, parce que j'étais enfant. Voilà, donc vous êtes échappé de cette synagogue alors que vous aviez les nazis derrière vous et la milice. Vous avez réussi à vous infiltrer dans une ambulance qui vous a permis de vous sauver votre peau d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous ressentez à l'époque ? Vous vous souvenez des sentiments que vous aviez ? Alors, je me souviens des images, parce que c'est des images traumatiques, elles sont gravées, elles sont claires, je me rappelle du détail, mais le contour la mémoire traumatique est ainsi faite que le centre est hyper précis, imprégné dans la mémoire, et l'alentour est flou parce qu'il n'a pas de fonction adaptative. Donc je me rappelle très bien que j'ai plongé sous le corps d'une dame qui était en train de mourir. Dans l'ambulance ? Alors je croyais que c'était une ambulance. Logiquement, c'était une ambulance, puisqu'il y avait une dame en train de mourir, donc je pensais que c'était une ambulance. Et en fait, c'était une camionnette qui avait été réquisitionnée par les Allemands, parce que cette dame avait reçu des coups de crosse et elle était en train de mourir par terre. Et il y avait un contrat entre le gouvernement de Vichy et l'armée allemande. Il fallait séduire la population. Donc les nazis ne pouvaient pas laisser cette dame mourir par terre, donc ils avaient réquisitionné une camionnette, ils avaient mis le corps de cette dame en train de mourir. Et quand j'ai vu ça, j'ai plongé une infirmière, Madame Descoubès, que j'ai retrouvée grâce à mon premier livre. Des années plus tard. 40 ans plus tard. Elle m'a fait signe et j'ai plongé sous le corps de Madame Blanchet, puisque je l'ai retrouvée aussi
des années plus tard, j'ai eu des relations amicales avec son fils et sa petite-fille. Donc vous faites preuve de résilience à ce moment-là. Votre seul objectif, c'est de vous échapper. Je fais preuve de coping, c'est-à-dire j'affronte le problème. Mais la résilience, c'est après le trauma. Pendant le trauma, c'est-à-dire l'arrestation, la condamnation à mort, qui avait été clairement dite, qui est clairement énoncée, puis à la synagogue encore plus, donc je savais qu'on voulait me tuer. Affronter, ça c'est dans la synchronie, c'est le coping. Oui, en anglais, to cope, ça veut dire affronter Voilà. l'adversité. Voilà, c'est ça. Et après la guerre, à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant j'ai le droit de me remettre à vivre, j'ai le droit de vivre puisque le nazisme est effondré. Comment je vais faire? J'ai plus de famille. Vos parents avaient été déportés. Presque toute ma famille a disparu à Auschwitz, ou on ne sait pas où. Donc j'ai un oncle que j'ai gardé longtemps, qui lui s'est engagé à 18 ans dans la résistance, et tout le reste a disparu. Donc j'avais pas la possibilité d'aller à l'école parce que j'aurais été arrêté si j'avais été à l'école. Donc j'avais un retard très grand, et puis j'avais ça dans ma mémoire, c'est qu'on veut me tuer. J'ai pas de famille pour me protéger. Et vous n'avez pas souffert de ça pendant la guerre? Alors j'ai pas de souvenir d'avoir souffert de ça. J'ai commencé à souffrir de ça à la Libération. C'est au moment où le calme revient. Voilà. Ce qui est paradoxal. Non, oui, c'est paradoxal, mais c'est pas contradictoire. C'est paradoxal, c'est-à-dire que logiquement, j'aurais dû souffrir pendant la guerre et être soulagé après la guerre. Voilà, ça c'est la logique. Et le paradoxal, ce qui vient à côté de la logique, c'est que pendant la guerre, j'étais entouré par des justes en qui je faisais confiance. Qui voulait vous sauver. Qui voulaient me sauver, qui me parlaient gentiment, qui me protégeaient. Et je me sentais protégé par eux parce que j'étais enfant. Donc quand on est enfant, le monde est binaire. Il y a les grands et les petits, il y a les gentils et les méchants. Il y a les gentils et les méchants. Donc les gentils étaient autour de moi, et les méchants, c'était les Allemands. Et après la guerre, ça a été le début de mes souffrances. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que je partais avec un handicap énorme. En retard à l'école? Un retard illettré, j'avais pratiquement pas été à l'école. Alors que d'autres juifs pouvaient aller à l'école sous un faux nom. Mais Louis Malle a bien montré que, adieu les enfants, au revoir les enfants, au revoir les enfants, que beaucoup d'enfants ont été arrêtés à l'école. Mais certains ont été à l'école. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école parce que j'étais déménagé, j'étais pourchassé, et j'étais déménagé très régulièrement. Et après la guerre, je me suis dit, mais je ne suis pas comme les autres. Ben oui, parce que vous êtes Boris Cyrulnik. Voilà. Et que j'étais pas Boris Cyrulnik pendant la guerre. J'étais Jean Laborde pendant la guerre. Oui, vous aviez eu un autre nom pour que vous puissiez échapper à la mort. Voilà. Et ce nom me protégeait, mais ce n'était pas mon nom. J'avais l'impression de trahir mes parents. Et après la guerre, quand j'ai eu la possibilité de vivre, je me suis rendu compte que j'avais un handicap énorme, un handicap intellectuel, un handicap physique. J'étais d'une maigreur très grande. J'avais un handicap familial, je n'avais pas de famille. Une tante m'a retrouvé ensuite, mais elle-même avait été gravement blessée. Dora, par la guerre, donc j'avais un milieu assez difficile. Et c'est comme ça que j'ai dû réapprendre à vivre. Et vous avez une histoire évidemment qui est très singulière. Est-ce que vous arrivez à raconter à vos camarades, aux gens que vous rencontrez, ce qui vous est arrivé? Et non, ça c'était impossible parce que on ne me croyait pas. Les adultes, le déni a caractérisé la culture française dans les années d'après-guerre. Parce que sur le plan historique, la France n'avait pas été glorieuse. L'armée française était partie en courant. Collaboration. Et le gouvernement de Vichy avait collaboré, avait même anticipé certains ordres nazis. Bien sûr. Donc beaucoup de Français étaient honteux de ce passage-là. Donc ils ont glorifié la résistance, ils ont bien fait. Et il y avait un optimisme que vous ne soupçonnez pas, il y avait une gaieté, une joie, les gens se parlaient dans la rue, on chantait, on dansait dans la rue, il n'y avait pas de voiture. Donc quelqu'un se mettait à l'accordéon et on dansait. Donc ça veut dire que si un petit garçon commençait à raconter le récit de sa sortie de l'horreur, c'était quelque chose qui était insupportable? Qui était blessant. Donc les gens éclataient de rire. Où les gens ne me croyaient pas, et donc je me disais, bon, c'est pas possible d'en parler. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur vous?
Psychologiquement, c'est ce que les psychanalystes appellent le clivage. C'est-à-dire que j'avais une partie de ma personnalité qui pouvait s'exprimer en toute liberté. J'étais, paraît-il, bavard. Et une autre partie qui souffrait en secret de quelque chose que je désirais dire, mais que les autres m'empêchaient de dire. Que vous étiez obligé de refouler, donc. Alors, ce n'est pas le refoulement, parce que le refoulement est inconscient, alors que là, j'étais hyper conscient. Je pensais beaucoup à ça, mais je ne pouvais pas le socialiser, je ne pouvais pas le dire. Donc, c'est le clivage. J'avais en moi une crypte de douleur, de dangerosité, et une autre partie de moi qui pouvait aller enfin à l'école, avoir des copains, jouer au foot où j'étais pas terrible, et puis me réapprendre à vivre. Mais alors, comment on fait pour ne pas s'écrouler quand on a quand même cette douleur en soi? Alors, probablement, je le dois à ma mère, ça. C'est-à-dire que maintenant... Donc à cette image-là, par exemple. Par exemple. C'est-à-dire que on sait maintenant que les premiers mois de la vie, pendant la grossesse et avant la parole, comme ce petit bonhomme, sont beaucoup plus importants que ce qu'on croyait. C'est là qu'on acquiert la confiance en soi. L'estime de soi et la confiance en soi. Si on est abandonné, si on est malade, si notre mère est rendue malheureuse, c'est pas la mère qui est responsable, c'est le malheur de la mère. Ça peut être son histoire, son mari, la société, la pauvreté, la guerre. Et à ce moment-là, ça fait autour de l'enfant une niche sensorielle pauvre. Protectrice. Si la mère est sécurisée, ça fait une niche sensorielle protectrice et on acquiert des facteurs d'estime de soi qui fait qu'en cas de malheur, on affronte. To cope with. Et ça, vous pensez que c'est ce qui vous est arrivé? Probablement. Logiquement, c'est ce qu'a dû me donner ma mère, parce que quand un homme s'engageait dans l'armée française, ce qui était le cas de mon père, comme de 40 000 juifs en France se sont engagés dans l'armée française, et 40% des fusillés du Mont Valérien étaient juifs, alors que c'était 0,8% de la population française. Ça, c'est pour combattre un autre stéréotype. Et probablement, malgré ça, ma mère a dû me sécuriser quand même. Et quand le malheur est arrivé, j'ai affronté. Mais j'ai moins affronté après la guerre. Vous dites probablement. Vous n'en êtes pas sûr? Non. Parce que vous n'avez pas le souvenir et vous n'avez pas vu votre mère suffisamment longtemps. Alors, j'ai dit probablement parce que c'est logique. Et que mais le souvenir que j'en ai, c'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que c'est à partir d'aujourd'hui que je me représente ce qui m'est arrivé. Peut-être qu'au moment où ça m'est arrivé, j'étais désespéré. Peut-être qu'au moment où c'est arrivé, j'avais très peur. Mais aujourd'hui, dans la représentation de mon passé, je n'ai pas de souvenir de la frayeur ni du désespoir. D'accord, c'est comme ça que vous avez reconstitué le puzzle, d'une certaine façon. Ouais. Alors, il y a l'attachement de la mère, mais qu'est-ce qui fait que vous ne tombez pas? C'est quoi? Vous avez des rêves? Vous imaginez le monde d'après? Alors, après la guerre, le refuge dans la rêverie m'a protégé. Et je disais, le monde est difficile. Je vivais avec Dora dans une petite chambre de 9 mètres carrés, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chauffage. C'était vraiment très dur. C'était l'époque où on mangeait avec des tickets. Il fallait échanger pour avoir des tickets, donc on mangeait peu. Et le réel était très dur. Mais dans la représentation de l'avenir, un jour je serai docteur, je serai médecin, un jour je serai écrivain, un jour j'habiterai au bord de la mer. Et vous voulez, très jeune, devenir psychiatre? Vous vous rendez compte? Mais pour quelle raison? Parce que j'entendais dire après la guerre, j'entendais dire autour de moi que si une telle catastrophe avait eu lieu, c'est parce que Hitler était fou. Ensuite, on a dit c'est parce que Hitler avait la syphilis. Oui, il y avait dans l'histoire, on racontait, on justifiait les actes fous d'Hitler par une forme de folie. C'est ça. Et pas par un système. Exactement. C'est-à-dire qu'on expliquait avec ce qui se passait dans le contexte. Dans le contexte, il y avait beaucoup de syphilis, donc on disait Hitler était syphilitique. Dans le contexte, ensuite, on a développé la psychanalyse, donc on a dit Hitler était hystérique. Ah non, pas du tout. Ensuite, on a dit Hitler était paranoïaque. C'est-à-dire qu'on expliquait une tragédie inexplicable par la doxa. Vous avez employé le mot paradoxal tout à l'heure. Et la doxa, c'était une explication toute faite sans
raisonnement, sans réflexion. Mais pourquoi voudriez-vous, vous, devenir psychiatre? Parce que puisque Hitler était fou, je me disais, si je deviens psychiatre, jamais ça pourra en revenir. Il suffit de soigner les nazis. La folie des hommes pour éviter que le nazisme recommence. Et voilà. C'est un raisonnement de petit garçon de 10-11 ans. Je retrouvais une réaction, j'avais 11 ans. Vous aviez 11 ans quand vous avez décidé de devenir psychiatre. Voilà. C'est un raisonnement de petit garçon de 11 ans. Aujourd'hui, je ne tiendrai peut-être plus le même raisonnement. Et alors, est-ce que c'était une façon de réparer les autres, mais aussi de vous réparer vous-même, de vouloir devenir psychiatre? Il fallait que je comprenne. C'était incompréhensible. On avait tué ma famille, on m'avait voulu me tuer pendant des années. C'était incompréhensible. Comment comprendre ça? Et je disais, le seul moyen de me remettre à vivre, c'est de comprendre. Donc je posais des questions. Je suis devenu un lecteur. Dès que j'ai appris à lire, je suis devenu un lecteur effréné. Je lisais dans les institutions. Après-guerre, on nous interdisait de lire. Quand vous étiez chez les éducateurs, etc. Voilà. Parce qu'avant d'aller chez votre tante, vous étiez un peu brinque-ballé. C'est ça. Ben la culture était à refaire, hein, tout était cassé. Il n'y avait pas d'éducateurs. Le métier a été fait. On les appelait les moniteurs. Ils n'avaient aucune formation. Certains étaient très bien humainement et certains n'étaient pas formés. Donc ça veut dire que quand vous avez eu accès à la lecture, que vous avez fait des études, vous êtes devenu un lecteur et vous avez été curieux de tout. Alors, votre CV est évidemment très riche. Vous êtes devenu psychiatre, mais pas seulement, neuropsychiatre, psychologue, psychanalyste, éthologue, étude du comportement animal. Et dans les années 70, vous découvrez le terme résilience dans les travaux de psychologues américains. Comment est-ce que ça a fait tilt chez vous? Alors j'avais déjà travaillé ce problème, mais je n'avais pas su le nommer, résilience. Et vous savez que nommer les choses, c'est les éclairer, et mal les nommer, c'est le malheur du monde. Or, j'avais travaillé et j'avais appelé ça « enfant poubelle, enfant de prince ». Enfant poubelle, parce que les enfants sans famille ou les enfants de l'assistance disaient « ma mère m'a mis dans une poubelle » ou « on m'a trouvé dans une poubelle ». Jean Genet dit « je suis un enfant poubelle ». Mais lui, il voulait rester dans la poubelle, alors que moi, je rêvais d'en sortir. Et en lisant un article américain de Amy Werner, une psychologue. Américaine, c'est pas elle qui a inventé le mot, c'est un mot latin. C'est même pas elle qui a fait les premiers travaux. C'est Solnit, c'est Paul Claudel, le français. Oui, c'est une succession de travaux qui aboutissent à cela. Et c'est une succession de travaux. Et Amy Werner, elle a fait un travail clinique et scientifique magnifique. C'est elle qui a le mieux illustré la possibilité de résilience. Et chez les enfants. Chez les enfants, c'est-à-dire qu'elle a été envoyée par l'université de Miami à Hawaï, dans une île d'Hawaï où il n'y avait pas de famille, il n'y avait que la violence extrême, la pauvreté extrême, et elle suit à peu près 700 enfants des rues. Et les fonds lui sont coupés, elle revient à son université. 30 ans plus tard, elle retrouve de l'argent pour aller revoir ce que sont devenus ses ex-enfants. Sur les 700, je crois me rappeler qu'elle en retrouve 600. La plupart ont été massacrés, bien sûr, pas d'école, pas de famille, la violence, la drogue, comment voulez-vous qu'ils soient pas massacrés. Mais 28% d'entre eux ont appris à lire et à écrire sans école, ont appris un métier, ont fondé une famille, et les psychologues, quand elles les examinent, ces enfants ne sont pas plus altérés que la population générale. Et elle en parle à Michael Rutter, qui est prof à Londres, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et Michael Rutter dit « Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Logiquement, ils auraient dû être massacrés. Ils ne sont pas massacrés. Ils s'en sont sortis. Ils s'en sont sortis. Comment ont-ils fait ?» Et ça a été le point de départ des travaux sur la résilience. Et vous, ça vous a éclairé sur vous-même, ce mot, ce terme? Et bien sûr, parce que nommer la chose, c'est l'éclairer. Et je me suis dit, voilà, maintenant il y a un processus. Ce n'est pas un état, c'est un processus, parce que les enfants et nous-mêmes, on est toujours en cours de construction. À mon âge, on se construit un peu moins vite peut-être, mais quand on est enfant, on se construit à toute allure. C'est stupéfiant. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut affronter le problème. Si je veux comprendre ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'il faut affronter le problème. Par la résilience. Quand est-ce que vous avez compris vous-même que vous aviez été résilient? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ah bon? Encore aujourd'hui, je n'ai pas tout réglé, vous savez.
Ça reste entre nous, hein, mais j'ai pas Bien sûr. probablement pas tout réglé. Mais toute une partie de mon développement d'enfant, d'adulte, a été organisée de manière heureuse par ce malheur transformé en contrainte à comprendre. Lecture, rencontre, voyage, passer les examens. Et ce malheur a été transformé en plaisir de comprendre. Mais vous êtes résilient. J'en suis pas sûr. J'ai repris une partie, j'ai réglé une partie des problèmes, mais je n'ai pas tout réglé. Je crois que quand on a un immense trauma comme ça, on s'en sort, on se remet à vivre, mais on ne règle pas tout. En tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. C'est le chemin que vous avez choisi. Dans 50 ans, peut-être ça sera mieux. Et quand est-ce que vous avez pris conscience que c'était le chemin que vous aviez commencé à choisir ? Avec la publication d'Amy Werner, à ce moment-là, je me suis dit, c'est elle qui a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. J'avais eu le pressentiment avant, puisque j'avais fait des travaux qui contestaient ce qu'on nous disait. On nous disait, par exemple, quand j'ai travaillé avec Médecins du Monde en Roumanie après la chute du mur, on voyait ces enfants monstres, et les Roumains nous agressaient, beaucoup de Roumains sauvaient les enfants, mais d'autres nous agressaient, en disant, vous voyez bien que ces enfants sont des monstres, c'est pas la peine de s'en occuper. Ils ont été abandonnés parce que ce sont des monstres. Et moi, je ne disais pas du tout que ce sont des monstres parce qu'ils ont été abandonnés. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment convaincre ces gens ? Et je me suis dit, c'est à ce moment-là, on peut très bien comprendre le processus. Pourquoi vous avez choisi de, comment dirais-je, diffuser et populariser la résilience à travers des ouvrages plutôt que de le garder dans un cabinet de psychanalyse avec vos patients ? Parce que l'action sur la culture participe à la résilience. Quand il y a une discordance entre les récits, le récit que je me fais de ce qui m'est arrivé, je ne peux pas le dire parce que vous me faites taire ou vous éclatez de rire quand je vous raconte mon malheur. Je suis coupé en deux. Mon psychisme est coupé en deux. Si je veux redevenir entier, il faut que les récits soient concordants. Le récit que je me fais de ce qui m'est arrivé, vous devez, vous, la culture, ma famille, les voisins, vous devez l'entendre. À ce moment-là, les deux récits sont concordants. J'ai plus de raison de devenir coupé en deux. Mon clivage disparaît. Alors la résilience, vous en avez parlé à travers votre propre histoire, dans certains des livres que vous avez écrits, et pourtant, pendant des années, vous vous êtes tu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autorisé à en parler ? Pendant des années, je ne me suis pas vraiment tu, mais je me suis exprimé par l'intermédiaire de porte-parole, mes patients. C'est-à-dire qu'ils me faisaient comprendre des choses que je notais et qu'ils faisaient un récit. Mais mes patients étaient mes porte-parole, où je lisais des livres, Le Dernier des Justes, d'André Schwarzbach, Les Guichets du Louvre. Tous ces récits-là me réconfortaient, mais je ne pouvais pas dire « je ». Je ne pouvais donc parler de moi que à la troisième personne. J'écrivais des autobiographies en donnant la parole à un héros de texte, comme le font la plupart des écrivains d'ailleurs. La plupart des premiers romans sont des romans autobiographiques, mais les écrivains disent jamais ça m'est arrivé. Mais vous avez commencé à en parler dans les années 80, donc oui. Il y avait, alors qu'avant, personne ne voulait écouter votre histoire. Qu'est-ce qui fait que vous vous autorisez à en parler ? Vous l'avez dit, parce que la culture dans les années 80 a changé et que tout d'un coup elle est devenue concordante et acceptée d'entendre mes récits. Et en quoi faire le récit de ce qui nous est arrivé est-il essentiel ? Parce que je suis plus coupé en deux. Si ça vient, j'en parle. Si ça vient pas, j'en parle pas. Comme vous, comme quelqu'un qui a eu une enfance normale. Alors que là, j'avais l'impression, le sentiment d'avoir une enfance anormale. Et pourtant, il y en a certains, et notamment des rescapés de la Shoah, qui ont raconté leur histoire. Par exemple, Primo Levi, qui écrit « Si c'est un homme », un magnifique livre sur ce qu'il a vécu dans les camps, mais il va pourtant se suicider des années plus tard. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à combattre, contourner, vaincre cela. Voilà. C'est-à-dire que Primo Levi voulait témoigner, alors que moi je voulais comprendre. C'est pas pareil. Quelle est la différence ? Primo Levi, en voulant témoigner, ressassait. Il racontait sans arrêt l'horreur, l'humiliation. On ne m'a pas considéré comme un homme. J'arrive à Auschwitz, je rencontre quelqu'un qui savait que j'étais chimiste. Ce SS était chimiste comme moi. Oui, il raconte les faits uniquement. Il raconte les faits uniquement pour témoigner et il dit
Quand mon livre a été traduit en Allemagne, j'ai été heureux parce que j'avais l'impression que chacun de mes livres était un revolver dirigé sur la tête de chaque Allemand. Il ne voulait pas métamorphoser, il ne voulait pas comprendre, il en était capable largement, mais il voulait témoigner, raconter l'horreur. Donc il encourageait le syndrome psychotraumatique. La définition du syndrome psychotraumatique, c'est la répétition. Il répétait l'horreur, répétait la même chose. Pourquoi on a voulu me tuer? Pourquoi Alors que faire le récit pour comprendre, c'est une façon de le transformer d'une certaine manière. Voilà, c'est exactement ça. Mais alors, est-ce que tout le monde peut être résilient? C'est un processus, hein, c'est pas un adjectif, c'est un processus, c'est-à-dire que c'est une construction constante qui fait qu'on devient plus ou moins résilient selon notre travail et selon notre contexte familial, amical et culturel. Et si j'ai pas eu une mère qui a été protectrice, est-ce que pour autant c'est fichu pour moi ou malgré tout ce processus peut se mettre en œuvre? Alors si votre mère a été malheureuse, ou morte, ou malade, ou maltraitée, pendant les 30 premiers mois, les 1000 premiers jours de votre existence, vous avez acquis des facteurs de vulnérabilité. C'est rattrapable à condition qu'il y ait un substitut maternel ou à condition qu'on aide votre mère à redevenir suffisamment forte pour vous communiquer, pour vous donner la confiance en vous, l'estime de soi. Et après, si on vous entoure, si vous avez un soutien affectif et si on vous aide à verbaliser, à donner sens à ce qui vous est arrivé, vous pourrez déclencher un processus de résilience, mais il faudra beaucoup travailler. Alors que si vous avez été protégé dans les premiers mois de votre vie, si le malheur arrive, vous allez souffrir, mais vous reprendrez facilement un processus de résilience. Alors on voit bien que la résilience fait partie d'une des œuvres de votre vie et l'œuvre de votre vie d'une certaine façon. Demain, l'avenir, c'est quoi pour vous, Boris Cyrulnik? Alors, la résilience aura été le sens de ma vie. Demain, je pense qu'elle va changer de forme. Parce que vous m'avez fait comprendre qu'il y a une époque où la résilience, c'était uniquement la survie. Et maintenant, notre contexte social, culturel, technologique a tellement changé qu'on a une nouvelle manière de devenir un être humain. Et que les traumatismes n'auront pas sûrement cette forme-là, auront d'autres formes. C'est-à-dire qu'avant les traumatismes, c'était la famine, les guerres de famine, je n'ai plus à manger, je vais attaquer le village voisin, ou les guerres de croyance. Il ne parle pas la même langue que moi, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas le même Dieu que moi, donc il mérite la mort. La plupart des guerres ont été faites par ces deux grandes causes, la famine ou la croyance. Or, aujourd'hui, pour l'instant, la famine est contrôlée, ça ne veut pas dire que ça va durer, mais les croyances, actuellement, se partent dans tous les sens. Et on voit des communautés, des groupes se refermer pour avoir des certitudes, pour avoir des visions claires du monde. Et à ce moment-là, on peut faire l'hypothèse qu'il y aura plein de micro-guerres partout entre communautés différentes. Et pour vous, donc, l'avenir, c'est quoi? La résilience les études sur la résilience changeront de forme. C'est-à-dire que probablement les facteurs de résilience que j'ai connus ne seront pas les facteurs de résilience que devront connaître les enfants traumatisés. Donc vous allez continuer à chercher? Tout le temps. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.